Hello, hello Gabi, bienvenue dans My New Business, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être avec toi et j'espère que tu vas bien aussi. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter et présenter ce que tu fais? Alors moi c'est du coup là Gabrielle, je suis plus connue sous le nom de La Petite Gabi sur les réseaux sociaux. Je suis à la fois présente sur YouTube, Instagram et d'autres réseaux sociaux comme TikTok. Et je parle essentiellement de soins naturels, de marketing également, et j'analyse les compositions et je parle aussi beaucoup de cheveux en l'occurrence. Ok. Dans My New Business, on aime bien un peu revenir donc, sur le parcours des gens. Et je voulais savoir, vers 18 ans, donc tout alentour du lycée, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu t'es mise à travailler? C'était quoi ce que tu faisais à ce moment-là? Alors, j'ai fait un bac management et gestion. Okay. Et après, je me suis orientée du coup, vers le BTS qui allait dans ce sens. Et du coup, je l'ai fait en alternance et j'ai commencé du coup, mon apprentissage chez Carrefour. Ça t'apprenait tu vois, tout ce qui était le management. T'avais également des cours de marketing à l'intérieur puisque forcément on était en vente. Donc évidemment, t'avais tout cet aspect-là qui était régulièrement abordé. Et du coup, moi, j'ai commencé à Carrefour. J'ai commencé, tu sais, au tout début de l'expérience, tout simplement, on rangeait des palettes dans un rayon, tout simplement. Moi, j'avais de la chance, j'étais au rayon téléphonie, appareil photo, etc. Et puis après, du coup, je suis passée en vente et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ils me confient des petites missions, tu vois, de plus en plus, comme ça, quoi. Cool. Et t'es restée combien de temps là-bas? Je suis restée 2 ans. Là-bas et après j'ai fait une petite année sabbatique. Ah, trop bien. T'as voyagé ou t'as... Non, pas du tout. En fait, j'ai emménagé avec mon conjoint actuel et à côté, j'ai essayé de vivre de ma passion qui était donc la photographie. D'accord. Et ce qui était pas évident, ce qui était plus évident à Paris, en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde et forcément beaucoup plus d'attrait. J'ai déménagé à Besançon et c'est vrai que à cet endroit-là, en tout cas, les gens n'ont pas forcément le budget pour faire des photos régulièrement, donc forcément, tu as moins de clientèle. Et il a fallu reprendre un job alimentaire, tout simplement. Ok, d'accord. Et du coup, tu as décidé de prendre quoi comme job ? Je suis tombée un peu par hasard chez Samsung, donc j'ai bossé pour eux pendant à peu près un an et demi. Ça s'est pas trop mal passé, puis après je suis tombée enceinte, etc. Puis en fait ils étaient un peu... voilà, il y a eu des petits couacs professionnels, et donc j'ai démissionné, et puis après... donc je me suis occupée de mon fils et après j'ai été embauchée chez H&M, pareil en job alimentaire, puis ça m'allait bien, tu vois, c'était un petit 25 heures, un contrat à mi-temps, ça me plaisait bien. À côté je pouvais faire de la photo, m'occuper de mon fils et aller travailler, quoi. Tout était vraiment compatible, et c'est à ce moment-là où je suis rentrée, où je me suis mise à YouTube en tout cas. Ok, donc pendant tout ce moment-là tu continuais un petit peu la photo quand même en parallèle et tout? Ouais, je faisais des mariages, je faisais des séances photos. À l'époque, on va dire, c'était le début des influenceurs, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunes filles ou de blogueuses mode qui me demandaient des photos, etc. Donc voilà, je faisais pas mal de photos, et en fait, ça commençait déjà à être des photos pour les réseaux sociaux, en fait, mine de rien. Ah ouais? Ah, c'est drôle. Et c'était dans les années... Enfin, c'est quoi? J'ai commencé la photo en 2010 et c'était 2011. Enfin, non, ça a plus pris à partir de 2012, 2013, 2014. Là, j'en ai fait pas mal parce que du coup, je faisais des allers-retours sur Paris, etc. Et après, effectivement, sur Besançon, la plupart des personnes qui me contactaient, effectivement, c'était pour des books, c'était pour faire de la photo, enfin voilà, et puis aussi, du coup, pour étayer leurs réseaux sociaux. Ok, trop cool. Donc t'étais un peu déjà plongée là-dedans, et comment est-ce que t'as décidé de passer le cap de YouTube? Et surtout, je pense que t'as commencé un peu avec tout ce qui était naturel. T'as pas eu une transition vers le naturel, enfin elle était avant ta chaîne YouTube, c'est ça? Voilà, c'est ça, la transition vers le naturel était avant ma chaîne YouTube, mais en fait j'ai toujours voulu effectivement me lancer dans YouTube parce que forcément j'avais déjà tout le matériel qu'il fallait, j'avais déjà ma caméra, j'avais déjà des éclairages, enfin j'avais déjà plein de trucs, en fait, du matériel de photo qui forcément resserre énormément sur YouTube. Et en fait c'est mon conjoint, il est pas du tout réseaux sociaux, il est pas du tout, tout
tout ce monde-là, c'est un truc qui l'angoisse un peu, qu'il ne comprend absolument pas, et il comprend pas ce besoin en fait finalement de partager ses passions avec d'autres personnes. Et du coup, il était vraiment réticent à l'idée, à ce que je partage tout simplement sur YouTube. Et en fait, un jour, j'ai tourné une vidéo où je me lissais les cheveux avec une technique du wrap. Donc, il s'agissait de s'enrouler les cheveux autour de son crâne et les laisser sécher comme ça. Et pour montrer tout simplement ce que ça faisait sur mon type de cheveux qui était assez long, et montrer que c'était une alternative pour se lisser les cheveux sans chaleur, tout simplement. Et la vidéo, à l'époque, elle avait fait 20 000 vues, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'est pas sur YouTube, enfin voilà, qui n'a jamais été sur YouTube, etc. Donc j'ai continué. Au début, je parlais encore beaucoup de beauté conventionnelle. Je parlais également de fast fashion, etc. Enfin, des choses qui rythmaient mon quotidien, puisque j'étais forcément employée à H&M, etc. Et en fait, donc la transition cheveux était déjà faite à ce moment-là, mais du coup, j'ai transitionné après vers les soins pour la peau, le maquillage, etc. Et après, j'ai aussi transitionné au niveau de la mode. Je suis passée de la fast fashion à la slow fashion, quoi. Est-ce que ça a été quelque chose qui était difficile pour toi de partager, ou bien c'était complètement naturel dès le début, t'as réussi à le faire après ta première vidéo, t'as continué tout simplement à partager un peu tes routines, tes transitions, etc. Ouais, voilà, j'ai continué à faire comme ça venait, comme les idées me venaient, je partageais quand j'avais envie, etc. Enfin voilà, vraiment assez naturellement en fin de compte, et c'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir et sans me prendre la tête. Enfin voilà, je me dis pas aujourd'hui il faut que je fasse cette vidéo-là absolument. Enfin voilà, si je suis sur une vidéo et que finalement au dernier moment je change d'idée, et je vais faire ce qui me donne l'impulsion en fait. Ouais, mais c'est génial parce que on voit pas mal quand même de théories maintenant sur les réseaux sociaux, genre faut poster tel jour, tel contenu, faut regarder ce qui est en tendance ou machin. Donc c'est assez cool en fait d'avoir quand même ton retour parce que ça marche, ta chaîne elle fonctionne super bien, et en même temps t'es pas dans ce calcul marketing, il faut que je poste à telle heure pour avoir telle conséquence et tout, donc c'est vachement cool quoi. C'est vrai que c'est un truc où j'ai de plus en plus tendance à réfléchir, parce que c'est vrai que forcément, comme c'est notre travail, on a beaucoup, on s'imprègne un peu des chiffres, et c'est un peu notre seul retour, si tu veux. Donc c'est vrai que c'est assez délicat. Après, souvent, moi, c'est les sujets de tendance qui me parlent le plus. Par exemple, quelqu'un vient de sortir sa marque et finalement, il s'avère que c'est totalement du greenwashing. Et c'est vrai que, tu vois, je vais avoir cette impulsion, je vais aller voir la compo et je vais me dire, ah, mais non, mais en fait, mais c'est quoi ce truc? Enfin, non, c'est trop dommage. Et c'est vrai que, tu vois, il y a ce côté un peu découverte, nouveauté, etc. Et c'est vrai que, forcément, comme la marque vient de sortir, tu vois, ça se... Ouais. Tu vois, on a cet attrait naturel vers la nouveauté. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est marketing sans être calculé sciemment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui vont... je vois bien ce que tu veux dire. Qui vont tout millimétrer au truc près. Et c'est vrai que, voilà, moi, je prends comme ça vient, quoi. Ouais, c'est cool. Et comment ça se fait en fait que t'as fait une transition vers le bio, enfin pas forcément bio mais naturel en tout cas pour tes cheveux? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu les cheveux complètement abîmés J'ai fait, en fait, avant j'avais les cheveux beaucoup plus bouclés que ce qui n'est actuellement, et en fait, à l'époque c'était la mode du cheveu lisse, du cheveu fin, du cheveu brillant, tout ça. Et je me souviens, les conversations dans ma classe, c'était qui a le meilleur lisseur, lequel lisseur lisse le mieux, aplatit le mieux, et surtout que tes cheveux ne rebouclent pas, parce qu'on était pas mal de bouclettes dans notre classe. Et c'est vrai que moi en fait, à chaque fois je me lissais les cheveux, au moindre truc, ça redevenait, parce que j'avais vraiment une belle crinière comme ça, avec des cheveux très 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 bouclés. Et en fait, j'ai subi à l'appel du défrisage. Donc, ma meilleure amie était coiffeuse, et donc elle m'a fait mon premier défrisage. Et du coup, après, je me suis retrouvée avec les cheveux un peu ondulés comme ça. Okay. Donc, au final, c'est resté. Ouais. Mais t'as les cheveux quand même vachement résistants, parce que avec un défrisage qui reste quand même un minimum ondulé, c'est ouf. Voilà. Et du coup, elle m'a fait donc mon premier défrisage, et là c'était la révélation, parce que quand je passais les plaques, c'était tout lisse, et mes cheveux, ils étaient très souples et tout, ce que je n'avais jamais eu auparavant, parce que quand je passais mes plaques, mes cheveux c'était de la paille, quoi. Le cheveu restait tout droit en l'air. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé, forcément, elle était coiffeuse, elle était en plein dans ses études de coiffeuse et tout, et donc si tu veux,
avec ces trucs, elle me dit ah mais il faut que tu testes ça, c'est le début des lissages brésiliens, machin. Donc j'allais pas forcément avec elle parce qu'elle était très prise par ses études et tout. Et donc forcément t'allais dans d'autres salons, bah ouais j'ai entendu parler du lissage brésilien, blablabli. Ah puis je veux faire des mèches, ah puis je veux faire ci. Et genre, je me souviens, c'est qu'à l'époque, moi, les coiffeurs m'ont dit ah oui, mais vous avez le cheveu crépus. Et c'est vrai que c'est longtemps quelque chose que j'ai entre guillemets intégré, alors que j'avais pas du tout les cheveux crépus, j'avais juste les cheveux très mousseux, pas du tout définis ou alors mal peignés. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, mine de rien. Que, en tout cas, les coiffeurs qui sont pas très bien informés sur différents types de cheveux, dès qu'ils vont voir quelque chose de mousseux, ils vont qualifier ça de crépus, et ce qui est totalement faux. Et du coup, j'étais là, ah ouais, mais non, en fait, c'est pas possible. Ah oui, il faut que je fasse un lissage brésilien, tout ça. Et en fait, je suis arrivée à un point de non-retour où je passais la brosse, j'avais 15 000 cheveux qui tombaient. Ah ouais, enfin en fait tu vois, je passais un coup de brosse, mon évier c'était de la paille dans mon évier, enfin je me souviens des trucs comme ça, et je n'arrivais plus à rien avec mes cheveux. Et mais vraiment, enfin j'étais vraiment arrivée à un point de non-retour. Je me dis mais je fais quoi, je me rase la tête, enfin voilà. Et en fait, à ce moment-là, je suis tombée sur un blog à l'époque qui s'appelait Les Cheveux de Mini et qui était un peu, enfin voilà, la bible des cheveux naturels. Bon, elle avait les cheveux très très lisses, donc forcément, voilà, ça collait pas tout à fait. Mais du coup, elle donnait plein de conseils et je me suis dit bon, écoute, qui ne tente rien n'a rien. Au point où on est, je pense que de toute façon, après, voilà, les lissages brésiliens, machin, c'est poisseux, enfin bref, ça boucle plus, ça ne lisse, c'est bon, bref. Donc je suis passée du côté naturel de la force petit à petit, et en fait je suis tombée parce qu'on nous apprenait pas ça à l'époque, dans tous les pièges du greenwashing. C'est-à-dire que tous les trucs que je pensais naturels, en fait c'était du greenwashing, et je suis tombée dedans à chaque fois, et je me disais mais pourquoi ça me gratte la tête, alors qu'en fait le truc c'était un truc blindé de sulfate ou blindé d'ammonium lauryl ou laurette sulfate, et c'était hyper irritant, j'avais plein de pellicules, mes cheveux étaient super secs, et en fait j'ai fait toutes les erreurs, je pense que quand on débute dans le naturel, je les ai toutes faites. Et en fait, j'ai commencé ma transition comme ça. Voilà, c'est ça. Et je suis tombée là-dedans, et en fait, je voyais que mes cheveux réagissaient de mieux en mieux. Je voyais des boucles revenir, ou en tout cas, je voyais des cheveux beaucoup plus beaux, beaucoup plus sains, beaucoup plus brillants. Et bon, l'erreur que j'ai pas faite, ça aurait été de couper court. C'est vrai que ça aurait été plus simple, plus économique, plus rapide, etc. J'aurais vu des résultats plus vite. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux quand on est un peu dans ce truc cheveux longs, bon, bah voilà quoi. Je pense qu'on a un peu tout ça, genre non, mais on coupe juste 1 centimètre. Ouais, voilà, alors que non, enfin, bon, vaut mieux couper 1 centimètre tous les 2 mois et. Parce que sinon, c'est 15 après tous les 6 mois, quoi. Enfin, après, ça dépend des cheveux, mais. Et du coup, je suis tombée là-dedans, et en fait je me suis dit mais en fait sur mes cheveux c'est ouf, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs, aussi solides, aussi beaux. Pourquoi personne n'en parle en fait, pourquoi personne ne le dit, tout simplement pourquoi personne ne partage autour de ça. Et j'ai commencé à parler des cheveux, et puis après j'ai parlé de la peau parce que j'avais pas mal d'acné, vu à l'époque que je suivais pas mal de youtubeuses conventionnelles, et le souci qui se posait c'est que j'avais plein d'acné. Alors l'acné n'est pas que dû aux cosmétiques, mais moi c'était en partie responsable parce que du coup j'agressais ma peau avec à l'époque c'était la mode des Clarisonic. Donc j'avais une Clarisonic, j'agressais ma peau avec, et elle me le rendait en 15 fois pire. C'est quoi, c'est les petites brosses, c'est ça, ou... C'était des brosses tournantes avec des picots plus ou moins abrasifs, et en fait qui tournaient sur elles-mêmes et que tu faisais tourner comme ça en faisant mousser et tout. Et en fait t'as l'impression d'avoir une peau méga nettoyée, méga douce après, sauf que ta peau en dessous elle se dit mais pourquoi elle me pose comme ça. Donc elle réagit en produisant 15 fois plus des sébums, et t'as 15 fois plus de boutons, et tu vois c'est un cercle vicieux. Et je mettais pas mal d'huile minérale occlusive, donc ma peau elle était étouffée parce qu'elle respirait pas avec le maquillage que j'utilisais, et plus ça allait pire c'était, et j'osais même plus sortir dans la rue sans maquillage. Et c'est là où je me suis dit, un jour j'ai croisé mon voisin et j'avais honte de le regarder dans mes yeux, et je me suis dit mais putain, mais t'as un problème en fait, enfin, c'est genre... il faut faire quelque chose quoi. Oui, enfin il y a un moment tu te dis mais merde, enfin à quel moment t'en arrives à avoir honte de ton propre visage. Et je me suis dit bon, écoute, ça a marché sur tes cheveux, tu vas passer aux cosmétiques. Et je me souviens, j'ai fait 1 semaine sans fond de teint, 2 semaines sans fond de teint, et je me rendais compte que personne ne voyait la différence. Ouais, enfin tu vois que alors j'étais maquillée, j'avais un peu d'anti-cerne, j'avais du blush, etc. Mais que les gens ne me regardaient pas avec des grands yeux écarquillés, voilà. Et
voilà, tout simplement. Et j'ai commencé comme ça et ainsi de suite. Et voilà, ça fait boule de neige et j'en suis là aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as vu, enfin je pense que tu l'as vu en tout cas, mais ce serait cool que tu nous en parles, de l'évolution des cosmétiques et tous les produits un peu pour les cheveux, etc. bio depuis le moment où tu as commencé et maintenant? Ouais, donc j'ai commencé en 2013 et je me souviens en 2013 pour trouver du naturel en grande surface parce qu'à l'époque je voulais pas aller en magasin bio, j'étais persuadée que c'était super cher et tout. Enfin, j'avais tous les a priori, hein, vraiment, genre le bio c'est cher, le bio c'est pas efficace, tout ça, je les ai tous eus. Non, mais je me suis... c'est ouf quand même parce que maintenant tu prônes ça et c'est fou quand même au début. Enfin, ça montre qu'on peut vraiment évoluer là-dessus et qu'il faut pas rester fixé, quoi. Ouais. C'est ça. Et je me souviens, j'étais à quatre pattes, tu sais, dans les rayons en train de chercher le shampoing où il y avait écrit naturel, machin et tout. Enfin, tu vois, j'étais là. À chaque fois, je me souviens, les trucs naturels, ils étaient tout en bas dans les rayons ou tout en haut. Enfin, tu vois, pas du tout. Enfin, voilà, les facings n'étaient pas faits. Le positionnement était. Enfin, voilà. Donc, ça n'avait pas du tout ce truc naturel. Ça commençait un petit peu, mais c'était vraiment 2013-2014. Il n'y en avait pas tant que ça. Et puis après, bah forcément, il y a eu un engouement, etc. Il y a eu l'arrivée d'Aromazone qui commençait à peser de plus en plus lourd. Donc, on a commencé à voir des huiles végétales arriver, tu sais, dans les parapharmacies, dans les hypermarchés. Donc, il commençait à y avoir de plus en plus de trucs. Et donc, ouais, il y a vraiment un engouement. Et maintenant, tu vois, dans les hypermarchés, tu as un choix, franchement, qui est vraiment pas négligeable maintenant pour, on va dire, des soins naturels, des trucs beaucoup plus clean que ce qu'il y avait auparavant. Alors bon, pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, ouais. Bon, se lever, voilà, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on est sur la bonne voie, et c'est vrai que bah, au moins ça fait plaisir de pouvoir trouver des cosmétiques clean en grande surface, pas trop chers et accessibles à tous, et c'est déjà un super grand pas, quoi, par rapport à 2013. Je me revois encore à quatre pattes à attraper des trucs dans les rayons, je me suis dit, ouais. Donc il y a vraiment une belle évolution. Ouais, et au niveau de la qualité, la qualité des produits, ça a augmenté, l'efficacité, etc. Ouais, et bah surtout avant il y avait beaucoup plus de greenwashing, et maintenant Cosmé Bio, enfin les labels bio, c'est quand même devenu on va dire très très rassurant pour le consommateur. Donc les marques en général elles s'assurent d'avoir le label, et en général quand les gens voient ça, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui sont évités, il y a quand même pas mal de on va dire une certaine qualité en plus, même si c'est pas toujours le cas, parce qu'on peut quand même être une marque bio et dire ouh, regardez ma bouteille d'huile d'argan, alors que c'est la moitié d'huile estérifiée. T'as de l'huile de tournesol et l'huile d'argan, t'en as 1%. Bon, t'as quand même ce risque-là, mais c'est quand même beaucoup plus... Enfin, t'as le choix maintenant, et t'as quand même des cosmétiques beaucoup plus sympathiques, sensoriellement parlant également, par rapport à ce qu'il y avait il y a 8 ans, quoi. Et comment est-ce que t'en es arrivé à faire l'analyse de toutes les compositions? Parce que je pense pas que tu faisais ça dès le début. Non. En fait, j'ai commencé à apprendre à lire les compositions en 2013-2014, et c'est seulement en 2017 où j'ai commencé à expliquer ce qu'était une composition, parce que bah, j'avais acquis suffisamment de savoir surtout ce qu'étaient les ingrédients, et je les connaissais, si tu veux, par cœur, parce que j'en lisais régulièrement. Et je me souviens, j'ai commencé la première vidéo de ma chaîne qui a extrêmement bien marché dans ce sens-là, c'était mon premier focus marketing, et j'avais pris une pub de Timothée Bio ou un truc comme ça, et j'avais dit bah regardez, là la dame elle prône la naturalité, il n'y a pas d'artifice, enfin voilà, je déconstruisais la pub petit à petit, et du coup ça a vachement plu aux gens. Et après je prenais la composition et je disais bah voilà, regardez, il y a ça dans la composition. C'est vrai que c'est vraiment en totale opposition avec le discours marketing qu'ils ont. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez, quoi. C'était sur ça, mettre le discours marketing de la marque et la composition, et de comparer les deux, et qu'est-ce que les deux nous disent. Et bah, souvent, il y a de grosses oppositions, et même encore maintenant, quoi. Ouais, bah, je regardais un peu tes vidéos, et des fois, c'est assez impressionnant de voir la différence entre le message et la réalité du produit. Ça. Surtout que il y a des marques qui sortent tout le temps, et qu'il y a un peu cette course à mettre 15 produits sur sa peau. Enfin, moi, je suis pas du tout là-dedans. Enfin, en tout cas, pour ce qui est de la peau, je pense que le moins on en met, le mieux on se porte. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant quand même de voir les routines où il y a, je sais pas, une dizaine de produits, par exemple, avant d'aller se coucher. À chaque fois, moi, je suis complètement hallucinée. Et
Que ce soit dans le bio ou dans le non bio d'ailleurs. Mais en fait, il y a un truc qui est un peu biaisé, c'est que moi, tu vois, je reçois beaucoup de produits, même si j'en refuse aussi énormément parce que j'ai qu'une tête, j'ai que un cheveu, enfin voilà, j'ai qu'une tête et je peux pas tout tester en même temps. Et si je teste tout en même temps, ça n'a, enfin, il n'y a plus de sens, tu vois, je ne sais plus si vraiment le produit est efficace ou pas. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que souvent, on a plein de produits chez nous. Et du coup, mine de rien, on a envie de tout utiliser parce qu'il y en a certains qui sont vraiment très bien. Et en fait, c'est ce qui se passe un peu, c'est que moi, je le vois, hein, des fois, on perd un peu la notion en tant que créatrice de contenu, en ayant beaucoup de produits, on perd un peu cette notion de réalité et de personne lambda qui ne peut pas acheter 5 crèmes pour le soir, tu vois, différentes de 5 autres crèmes du matin. Ouais. Et c'est vrai qu'on perd un peu ce truc et on va se dire, ah mais ouais, mais ce sérum quand même, il hydrate vachement bien, il y a plein d'actifs. Et puis cette crème, je l'aime vraiment bien cette crème. Non mais oui, je vais la mettre. Et après, tu vois, genre non mais cette huile, elle est bien. Ah mais ouais, mais en fait, il faut que je mette, tu vois. Et en fait, on devient, mine de rien, des magasins ambulants. Et du coup, ça se ressent aussi dans nos routines. Tu vois, quelque part. Ouais. Et du coup, comme on a le choix, allez hop, 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 hop. Tu vois, c'est tout con. C'est un tout petit biais que si on s'analyse bien. Moi, je sais qu'à un moment, j'ai été un peu comme ça et je me suis dit, mais attends, tu pars un peu en sucette. Il y a beaucoup de choses. Ouais, et puis même, par exemple, en voyage, là, je me suis rendu compte, j'ai pas mal voyagé et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je prends tout ça, en fait Ouais, voilà. On n'a pas forcément besoin. Tu vois. Ouais. Et puis je me dis, en fait, puis à trimballer c'est lourd, et puis est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et voilà, enfin tu vois, tu te dis. Et du coup, donc toi, t'as créé ton entreprise, c'est ça, pour ton business? Ouais, c'est ça. Et t'es toute seule dans ton entreprise ou il y a d'autres? Ouais, je suis toute seule dans mon entreprise. Après, là, j'ai un gros projet qui arrive fin septembre. Donc là, on va être plusieurs, mine de rien. Donc là, on bosse déjà à plusieurs, etc. Mais c'est vrai que, voilà, moi, d'un côté, j'ai mon auto-entreprise à moi. Et de toute façon, je pense que ça va très rapidement évoluer en société. Et du coup, voilà, je pense que... Et je vais aussi avoir, du coup, les parts dans l'autre société où je vais aussi bosser activement, mine de rien. Ok, donc tu fais tout toute seule, le montage, tous les réseaux sociaux, tout ça? Pour tout ce qui est création de contenu, en ce qui concerne mes réseaux sociaux, je fais tout toute seule. Il n'y a que les mails que j'ai délégués assez récemment. Ça repart vers une autre personne qui fait un tri partiel. Et après, moi, je récupère que les mails sympathiques parce que les mails, on en reçoit des dizaines et des dizaines par jour et c'est vrai que c'est une perte de temps assez conséquente. Ouais, c'est sûr, je comprends. Mais en tout cas, c'est fou que tu gères tout ça toute seule parce que ça doit demander énormément de travail quand même parce que t'es assez présente quoi, sur les réseaux. Après, tu vois, c'est aussi une passion, tu vois, c'est vraiment un truc que je fais avec plaisir et c'est pas un truc que je fais avec difficulté en fait. Enfin, donc c'est vrai que après pour tout ce qui est comptabilité, je vais pas te mentir, ça m'emballe pas des masses. Pour tout ce qui est les trucs un peu de paperasserie, tout ça, là on fait des dépôts à l'INPI. Je suis ravie que ce ne soit pas moi qui s'en charge, tu vois. Je vais pas te mentir, mais c'est vrai que j'aimerais bien déléguer certains trucs, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à faire parce que j'ai toujours tout fait toute seule et j'ai peur que si ce soit pas moi qui le fasse, que ça soit, tu sais, que ça a pas la même saveur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, parce que tu mets ta patte et t'as ta manière de faire et c'est ce que les gens aiment aussi, surtout par exemple dans le montage ou dans l'écriture de blog, etc. quoi. Et donc dans ton business, toi tu gagnes ton argent avec YouTube, les partenariats. Est-ce que je pense que c'est ça. Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à créer des programmes pour faire des transitions capillaires ou des choses comme ça? Alors, c'est en cours d'une certaine manière. Alors, ça va pas arriver tout de suite, mais c'est un projet sur lequel je bosse, effectivement. Après, là, comme je t'ai dit, on est sur un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus c'est vraiment un gros projet, et c'est vrai que je vais aussi gagner ma vie avec ça, mais c'est vrai que tu vois, je le fais pas spécialement pour l'argent. Je suis pas je me dis pas oui, il y a un business à créer parce que ça va rapporter tant, tu vois. C'est vraiment pas un truc qui me
voilà, qui me ouais, motive, ouais. tu vois. C'est, bah voilà, aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma passion, je gagne ma vie convenablement. Tu vois, c'est vrai que je vois pas tellement l'intérêt d'avoir plus. Enfin, Ouais. en tout cas, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'anime. Là, je le fais vraiment, ce gros projet, je le fais vraiment parce que c'est un truc qui va aider énormément de personnes, qui va clarifier plein de choses. Et effectivement, voilà, je vais amener aussi d'autres choses par ce projet, mais qui de toute façon ne peuvent pas aboutir maintenant parce qu'on a besoin de trésorerie, parce que c'est un truc qui demande aussi pas mal d'argent, donc tu vois, c'est un truc qui se fait Ok. petit à petit. Est-ce que tu continues toujours la photo avec, en parallèle de tes activités sur les réseaux sociaux ou pas? Alors, j'en fais du coup avec moi. Maintenant, c'est moi le modèle, ce qui est un petit peu plus difficile. Moi, j'étais souvent derrière voilà, derrière la caméra. Après, là, il y a quelques semaines, j'ai fait un shooting photo avec une bonne copine à moi. On est parti à Saint-Malo, on s'est fait une super journée. Et c'est vrai que bah, je l'avais rencontrée justement à Besançon. Elle a emménagé en Bretagne. Enfin voilà, donc c'est vrai que j'en fais plutôt pour mes proches. D'accord. Maintenant, plutôt que pour des gens que je connais pas, parce que tout simplement j'ai plus trop le temps. Mais c'est vrai que des fois ça me manque un peu, tu vois. Je vois des beaux endroits, je me dis ah ouais, une pause comme ça ici, tu vois, ça Ouais. pourrait être, tu vois, c'est encore quelque chose Qui te touche? Ouais. ouais, tu vois, qui me touche et que j'aimerais bien faire, mais c'est vrai que je manque de temps. Et tu vois, là la preuve en est, c'est que je me dis, je lui ai toujours pas envoyé les photos, quoi. Les photos retouchées, je lui ai envoyé les brutes, Oui. mais parce que c'est ma copine, mais du coup, c'est vrai que les photos retouchées, c'est pas assez. Ouais, bah ça prend Voilà. énormément de temps en plus. Ouais, ça prend énormément de temps. La retouche, en plus, elle aime bien les retouches de peau très très Photoshop. Donc, D'accord. c'est des trucs Ouais. qui prennent un sacré Ouais. temps, quoi. Pour monter, pour faire du Photoshop, etc., t'as appris ça sur Internet en regardant tes vidéos Ouais. J'ai tout appris en autodidacte. Après, à l'époque, il y avait pas mal de groupes de photographes sur Facebook qui D'accord. fonctionnaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'échanges et de partage à cet endroit-là. Et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup appris voilà, tout simplement grâce à Internet, en regardant les vidéos. Et même toujours maintenant, je me surprends. Je vois une vidéo d'un photographe qui donne ses conseils et je me surprends toujours à cliquer dessus, à savoir qu'est-ce qu'il va nous délivrer comme conseil. Et c'est vrai que bah, c'est toujours... en fait, j'aime apprendre, tu vois. J'aime apprendre et c'est vrai que c'est un truc... Bah, je continue toujours... à s'auto-former, hein, mine de rien, parce que la photo, par exemple, moi je voulais faire une école de journalisme à la base, ça coûte très très cher. Les écoles de photographie, pareil, c'est très très cher, et tu sais que les débouchés, il y en a, enfin c'est compliqué, tu vois, d'en vivre derrière. Et c'est vrai que bah, je me sens chanceuse aussi quelque part d'avoir pu vivre, ne serait-ce qu'un petit peu de ma passion pour la photo, tu vois. Je me dis, bon, ça va, c'est que ce que je faisais n'était pas si, tu vois, catastrophique que ça. Bah oui, de ouf. Et Donc c'est déjà super bien. bah ouais, c'est trop cool. Et du coup, en fait, quand tu t'es lancé sur les réseaux, à partir de quel moment, enfin, combien de temps est-ce que t'as pu en vivre? Bah en fait en vivre parce que du coup j'avais un job à mi-temps à côté, donc au début c'était quelques centaines d'euros par mois, tu vois, c'est 70 euros, voilà. Et j'ai monétisé ma chaîne assez tard, je l'ai monétisé je crois au bout d'un an, Ok. donc ouais, ça arrivait assez tard. Et au début, voilà, c'était quelques centaines d'euros, tu vois, 100, 120, 130, voilà. Et c'est vrai que bah, forcément, au fur et à mesure, ça augmente. Après, bah, voilà, forcément, tu es obligé de faire une auto-entreprise. Voilà, l'État qui te ponctionne selon les années de 5 à 25%. Après, voilà, donc ça va vite. Donc forcément, ce que tu gagnes au début, tu te dis, ah, c'est trop cool, ça met du beurre dans les épinards, mais après, tu te rends compte que, bon, bah, tout ce qui est imposition, etc., mine de rien, des fois, tu récupères un tout petit peu plus de la moitié que ce que tu gagnes, quoi. Ouais. Surtout en auto-entreprise, en fait. Ouais. Enfin, C'est pas... parce que quand t'as ton entreprise, enfin quand t'as une société, tu peux en réduire les charges et tu payes des impôts que sur ton bénéfice. Que quand t'es en auto-entreprise, bah... C'est ça. Tu payes sur ton chiffre d'affaires, ce qui est pas forcément... Ouais. Bah, surtout que des fois, je sais pas, tu dois faire appel à un comptable, typiquement. Bah, c'est pas des frais que tu pourras déduire, quoi. Tu payes avec ton propre salaire. C'est ça, bah, typiquement l'investissement d'un appareil photo, d'un MacBook, enfin c'est des sommes, c'est tout de suite, voilà, l'appareil photo il a coûté 2000 balles, le MacBook 2000 balles aussi, donc ça monte
voilà, Ouais, ça monte très, très, très très, haut. très vite dans la... Ouais. Ouais. Et du coup, pour revenir un peu à ton activité, est-ce que tu arrives facilement à combiner ta vie personnelle avec ta famille et ton travail? C'est quelque chose que, vu que tu travailles depuis chez toi en plus. Alors j'ai la chance, tu vois, de pouvoir être à la maison, et ce qui est vrai que c'est assez pratique quand tu as des enfants, parce que les enfants malades, tout ça, là, pendant le confinement, enfin, c'est vrai que ça aurait été extrêmement compliqué si j'avais un job, par exemple, tous les gens qui ont travaillé dans la grande distribution, où il n'y avait pas de nounou, enfin voilà, Ouais. les nounous qui travaillent pas forcément, etc. Enfin, c'est vrai que c'était assez, c'était assez compliqué de tout gérer en même temps, par exemple, pendant le confinement, qui était une période assez compliquée. Et c'est vrai que à côté, je me dis, j'ai la chance quand même de pouvoir bosser de chez moi. Donc des fois, en fait, tout se mélange. Moi, je suis pas du tout à compartimenter de telle heure à telle heure, c'est ça, de telle heure à telle heure, c'est ça. Alors effectivement, effectivement, il y a quand même des petits compartiments, mais c'est vrai que voilà, tout se mélange. Comme je t'ai dit, je prends la vie comme elle vient. Si j'ai envie de poster à ce moment-là, je poste, etc. C'est vrai que c'est un travail qui, moi, me plaît énormément, mais qui est extrêmement prenant. Et c'est vrai que des fois, on se rend pas compte qu'on est à fond dedans, qu'on a la tête dans le guidon. Et c'est vrai que souvent, mon mari me dit, ouais, mais bon, là, t'es quand même un peu beaucoup sur son téléphone. Je dis, oui, c'est vrai, tu vois. Par exemple, répondre aux messages, tu vois, ça, c'est un truc. Je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages par jour. Et répondre à tout le monde, maintenant, c'est impossible. Ou alors, il faudrait que j'embauche un community manager. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je continue à faire personnellement, parce que je me dis, à quoi bon embaucher un community manager? Enfin, ça sera pas moi qui vais répondre, tu vois, ça va être voilà, ça sera pas mon humour, ça sera pas voilà, donc les gens vont peut-être trouver un peu ça bizarre, etc. Mais c'est vrai que voilà, c'est le genre de truc que je continue à faire, qui est extrêmement chronophage. Mais tu vois, par exemple, t'es dans une file d'attente, t'as 10 minutes d'attente, je vais faire ça, etc. Tu vois, t'arrives à caler en fait plein de moments comme ça dans ta vie quotidienne. Voilà, ça s'insère un peu naturellement. Oui, t'es dans une file d'attente, t'as rien d'autre à faire que de répondre, donc c'est un peu le moment. Et en même temps, ça te gâche pas un moment familial. Voilà, c'est ça. Quoi. C'est ça. Après, effectivement, tu vois, t'as pas de jour férié, t'as pas de dimanche, parce que moi, par exemple, je poste mes vidéos le dimanche et je fais tout ce qui est le travail de modération, de répondre aux commentaires le dimanche. Après, voilà, c'est un travail que j'aime, donc tu sais, c'est un truc qui passe beaucoup plus facilement, tu vois. Mais c'est vrai que j'essaie d'avoir un planning, tu vois, de m'organiser un petit peu, mais c'est vrai que voilà, là tu vois, je devais faire une vidéo pour dimanche, je l'ai toujours pas faite, mais il faut que je m'y mette, quoi. Faut absolument que je m'y mette, parce qu'après j'ai un call cet après-midi que je peux pas louper, etc., tu vois, donc voilà, faut se donner des petits coups de fouet aussi. C'est vrai que c'est dur à dire quand t'as pas cette comment dire, c'est pas l'autonomie, c'est cette comment on dit, quelqu'un qui est rigoureux. Voilà, cette rigueur. C'est vrai que des fois tu t'éparpilles un petit peu, quoi. Ouais, mais bon, si t'as réussi à construire tout ça, c'est que... Oui, c'est que je me suis pas tant éparpillée que ça, mais bon. En tout cas, ton message, il est clair, les gens, ils le comprennent. Et est-ce que t'as pas mal de retours de personnes que t'as aidées, ou genre t'as changé leur peau, t'as changé leurs cheveux Ouais, j'en ai énormément. Il y en a beaucoup, c'est forcément pour les cheveux. Après, il y a aussi pour la peau, les gens voilà, qui redécouvrent leur peau. Alors, il y en a effectivement pour qui le naturel marche un peu moins bien, etc. Après, c'est vrai que le naturel, c'est pas que les cosmétiques. Il y a aussi tout ce qui est alimentation, retourner vers une alimentation plus saine, plus brute. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aborde pas tellement sur ma chaîne, parce que pour moi, je suis pas assez... avertie, dans le sens où pour moi j'ai pas suffisamment de connaissances aujourd'hui pour en parler comme ça, mais c'est vrai que voilà, tout ce qui est alimentation, c'est extrêmement important. On peut pas espérer, en mangeant 3 McDo par semaine, avoir une belle peau, ou alors on va sûrement en payer les conséquences 10 ans plus tard, tu vois. Et ce sera pas au niveau de la peau, ce sera pire. Ouais, voilà, donc c'est le genre de truc auquel voilà, j'en parle pas souvent sur ma chaîne, mais pour moi qui est extrêmement importante et à avoir en tout cas en tête. Mais c'est vrai que j'ai souvent des messages comme ça, ou alors notamment au niveau de tout ce qui est boucles, cheveux, ou alors poils, des femmes qui me disent tu m'as libérée, maintenant j'accepte mes boucles, ou alors notamment à propos du mono-sourcil, maintenant voilà, des femmes qui se sentent beaucoup plus libérées, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir. Et aussi des mamans
qui regardent des vidéos avec leur petite fille, et ça me touche tellement, parce que du coup, j'ai l'exemple d'une maman qui m'a dit, ouais, ma petite fille, elle a un mono-sourcil, elle m'a demandé de le raser, de l'épiler, alors qu'elle doit avoir 7-8 ans, et elle m'a dit, je lui ai montré ta vidéo, et ma petite fille, elle m'a dit, oh, mais elle est belle, la dame, tu vois, et c'est trop mignon, c'est trop touchant, et tu vois, tu te dis, bah, c'est bien, tu vois, cette petite fille, elle va grandir en ayant plein de visions différentes de la beauté, et elle pourra se dire que bah voilà, le mono-sourcil c'est beau, et que les cheveux bouclés c'est beau aussi, et qu'on peut avoir des cheveux bouclés avec un mono-sourcil et des lunettes, et que c'est pas grave, tu vois, et que ça fait quand même un bon, tu vois, que c'est quand même voilà, que ouais, que voilà, c'est beau, c'est toi. voilà, que c'est beau, que t'aies cette représentation aussi de la beauté, et que on stigmatise pas non plus les gens, voilà, parce que moi je me souviens, les cheveux lisses à l'époque c'était tellement une norme, un truc. Ah ouais, moi je m'en souviens aussi, quand j'étais au collège, j'étais là genre... Il pleuvait, j'avais tous mes cahiers, j'avais pas de capuche pour pouvoir protéger la tête, enfin... Non, c'est clair, c'est trop bien en tout cas de lancer ce message, et... bah pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément vu ton Insta, tu avais fait une publication où tu avais ton mono-sourcil, et ça avait fait, je pense, pas mal réagir dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que c'était assez fou, parce que mine de rien, la plupart des critiques que j'ai eues, c'était des femmes qui me les ont faites, tu vois. D'accord. Et je me suis dit, mais... c'est quand même extrêmement paradoxal, parce que d'un côté, on est là, on nous bassine en ce moment avec la sororité, l'acceptation de soi-même, etc. Mais les personnes qui nous poussent, entre guillemets, à changer de physique, ce sont aussi les femmes entre nous, tu vois. Mais bien sûr. Dans le sens où, voilà, d'aller, entre guillemets, contre nature. Tu vois, c'est ça qui est un peu... qui est un peu dommage, genre ouais, les messages que j'ai reçus, va t'épiler, sale bip, enfin voilà, des trucs. T'es là, tu te dis ouais, mais bon, c'est bon, calme-toi, c'est des poils, c'est pas pour un... voilà, passe ton chemin, quoi. c'est ça, au pire tu m'aimes pas, bah tu m'aimes pas, c'est pas grave, ça va pas changer le cours de ma vie, quoi. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est assez fou quand même les réactions, mais en tout cas c'est génial que t'aies des retours comme ça, enfin ça doit te toucher, et ça doit te faire encore plus aimer ton... Parce que ce qui compte le plus, c'est ces beaux messages que tu reçois, et que tu dises que ton message... C'est ça. C'est ça, parce que traverse. si ça se trouve, il y a plein de gens, je le sais, qui aiment bien mon contenu, et qui s'expriment jamais, ou alors très très rarement. Et c'est vrai que bah, du coup, ça fait... Donc forcément, t'as quand même des retours positifs, mais t'as toujours les retours négatifs que tu peux avoir, c'est toujours les plus virulents, les plus présents, enfin voilà. C'est vrai que les gens, quand ils sont indifférents, bon bah ils sont indifférents, mais c'est vrai que les gens, des fois, voilà, quand ils aiment vraiment pas un truc, ils vont vraiment pas se gêner pour te le dire, et ils vont vraiment pas y aller avec le dos de la cuillère, et c'est vrai que c'est un truc qui est assez... paradoxal sur les réseaux sociaux, parce que moi j'ai pas été élevée comme ça, et quand j'aime pas un truc, bon, si c'est dans mon assiette, effectivement je vais peut-être le dire, tu vois, mais dans le sens où voilà, si ça passe à côté de moi, machin, bon bah tu vois, je m'en fiche, tu vois, encore pire si c'est sur les réseaux sociaux, tu vois, tant qu'il n'y a pas de danger à proprement parler, tu vois, qu'elle soit épilée ou pas, la dame, je m'en fiche, quoi. Bah, ouais, de ouf. Je vois l'heure qui défile. Je vais te poser les 3 petites questions de la fin. D'accord. Donc, si tu pouvais nous citer 3 de tes valeurs, ce seraient lesquelles ? L'honnêteté, ouais, ça c'est un truc, c'est hyper important. La transparence, ça rejoint un petit peu l'honnêteté, et puis aussi la troisième, la simplicité. Quelle est ta motivation ? Qu'est-ce que tu peux faire le matin qui va te motiver, qui va te mettre de bonne humeur pour passer une belle journée ? Manger des céréales super sucrées. C'est bien, parce que ça enchaîne sur la 3e question, qui est quel est ton plat préféré ? Franchement, tout ce qui est sucre. Ah ouais. Ça, tu peux y aller. Non, franchement, j'aime bien manger. Ouais. J'aime vraiment bien manger, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup de plats. Après, mon plat préféré, non, franchement, je pourrais pas dire, parce qu'il y a tellement de trucs que j'aime. Tout ce qui est cuisine marocaine, j'adore. Ok. Ah ouais, ça, c'est vraiment... c'est toute ma vie. Cuisine indienne aussi, j'adore.
voilà, tout ce qui est un peu épicé, un peu relevé. Non, après, ouais, j'ai pas vraiment de plat favori. Et le sucre, voilà. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup en tout cas, Gabrielle. Et je mettrai les liens pour tes réseaux sociaux dans les barres d'infos. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Salut. Ciao.